Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver en ligne pour cette journée de l'Institut français au féminin, initiée par le réseau culturel de l'Institut français d'Allemagne. L'Institut français est l'opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en charge de l'enseignement, de la coopération linguistique, éducative et culturelle à l'étranger. Il est présent dans tous les Länder de la République fédérale d'Allemagne et l'Institut français contribue à un échange et dialogue entre nos deux nations. C'est aussi la raison pour laquelle nous accueillons en ligne deux Allemandes impeccablement et formidablement francophones aujourd'hui de l'Université de Leipzig, le docteur Tanja Schwan et le professeur docteur Uta Felten de l'Institut de romanistique et du laboratoire, je vais le dire en langue romane, pardonnez-moi mesdames, coder le genre dans les cultures romanes. L'Institut français de Saxe-Anhalt de Leipzig participe donc à cette programmation en organisant deux rencontres aujourd'hui avec deux représentantes éminentes du féminisme et de la pensée féministe en France, Madame Geneviève Fraisse qui est avec nous ce matin et Madame Marie-Joseph Bonnet qui nous rejoindra à 15 heures. Nous remercions donc l'Université de Leipzig, l'Institut de romanistique et particulièrement vous. Mesdames, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue au nom de l'Institut de romanistique de Leipzig et au nom du Centre de recherche interdisciplinaire codification du genre dans la culture des langues romanes. Je voudrais remercier tout d'abord Marion Messina, autrice du best-seller contemporain Faux départ. Et je voudrais remercier aussi Christophe Steyer pour cette belle initiative de collaboration entre l'Institut français de Leipzig, l'Institut français d'Allemagne et l'Institut de romanistique de Leipzig. Je voudrais aussi saluer très, très cordialement Geneviève Fraisse, philosophe et historienne du féminisme, et la remercier d'avoir accepté cette invitation au débat lors de la journée au féminin à l'Institut français. Avant de donner la parole à la modératrice principale de la rencontre de ce matin, ma collègue Tanja Schwan, je me permets de présenter très brièvement notre séminaire de recherche CGR, codification du genre dans les cultures des langues romanes. Le séminaire part des prémices que la littérature et les médias des langues romanes disposent d'une riche contre-culture qui met en question et transgresse les modèles binaires et hétéronormatifs du genre pour mettre en scène des modèles de genre pluriels et nomades et fluides. Nos recherches portent, entre autres, sur la construction et la déconstruction des féminités et masculinités dans la littérature et dans l'opéra, la relecture queer de l'œuvre de Proust et d'autres auteurs et autrices canonisés et marginalisés de la littérature francophone, les discours féminins et queer dans le cinéma francophone, italien et hispanophone. Avant de passer la parole à Tanja, je voudrais la présenter très brièvement. Tanja est professeure de philologie romane et coordinatrice du Centre de recherche, codification du genre dans la culture des langues romanes. Elle a soutenu sa thèse en 2008 sur les mises en scène du genre dans la littérature et les cultures prémodernes et dans les avant-gardes européennes et a ainsi mis en dialogue deux époques qui témoignent d'une rupture dans la conception et imagination des genres. Actuellement, elle travaille sur le langage des affects dans l'opéra et sur le discours de la passion dans la littérature, surtout la littérature du 19e. Et elle a également fait des recherches sur Marie de Gournay, François Poulain de la Barre, Olympe de Gouges et Simone de Beauvoir
en tant que protagoniste de la querelle des femmes et porte-parole de l'égalité des sexes, ainsi que d'une conception constructiviste du genre. En outre, Tania a collaboré à l'édition du premier dictionnaire sur les études du genre sorti en Allemagne, le Metzler Lexikon Gender Studies, édité par une collègue, Renate Kroll, et paru en 2002, c'est-à-dire il y a déjà presque 20 ans. Parmi ces nombreuses publications, j'aimerais en mentionner quelques-unes. Elle a récemment co-dirigé le volume Coding Gender and Romance Culture avec moi-même et deux collègues d'Espagne et d'Italie, Giulia Colaisi et Francisco Surian. Elle a dirigé avec Isabelle Maracaibo le volume Pathos, entre passion et phobie, douleur et terreur dans les littératures de langue romane. En allemand, c'est Pathos, zwischen Passion und Phobie, Schmerz und Schrecken in den romanischen Literaturen des 19. Jahrhunderts. Parmi ces articles récents, j'aimerais mentionner les suivants, directement en français: Crossdresser, Papillon amoureux ou Don Giovanni à l'état embryonnaire, les jeux de mascarade des chérubins dans Les Noces de Figaro. Je voudrais aussi mentionner son article Alles Wurst, Gender Trouble als Forschungsgegenstand und ästhetische Praxis, Conchita Wurst, Gender Trouble en tant qu'objet de recherche et pratique esthétique. Et pour mentionner ses recherches sur la culture prémoderne, je fais référence à son article Gournay Gouge Gender, kleine Theoriegeschichte vom cartesianischen Feminismus zum Geschlechterkonstruktivismus. Gournay Gouge Gender, du féminisme cartésien à la construction du genre. Merci beaucoup. Je suis très curieuse du débat et je donne déjà maintenant la parole à Tania. Merci Uta de ta présentation aimable et bonjour tout le monde. De ma part, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue moi aussi et vous remercie, mesdames et messieurs, de votre intérêt à suivre nos rencontres d'aujourd'hui lors de la journée de l'Institut français de Leipzig au féminin. J'aimerais d'abord remercier encore Monsieur Christophe Steyer et toute son équipe, notamment Marion Messina, pour cette belle initiative d'inviter avec Mesdames Geneviève Fraisse et Marie-Jo Bonnet, deux majeures femmes intellectuelles françaises et représentantes du mouvement féministe en France. Uta Felden et moi, nous nous sommes particulièrement réjouis de votre proposition d'un partenariat entre nos deux institutions dans l'organisation de cet événement. Mais maintenant, je ne voudrais plus tarder à vous présenter notre invitée spéciale de cette matinée, Madame Geneviève Fraisse, dont je remercie de tout mon cœur d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous aujourd'hui dans ces circonstances particulières. Avant de vous adresser la parole, Madame Fraisse, permettez-moi de vous faire connaître un peu plus à notre public allemand. Geneviève Fraisse est directrice de recherche émérite du CNRS, ayant une formation double en tant que philosophe et historienne. Elle a consacré... Non, aucune formation d'historienne. D'accord. Excusez-moi. Merci. Merci de votre J'ai une pratique avec les historiennes, mais qui n'est pas d'historienne. D'accord. Donc, elle a consacré une grande partie de son travail non seulement à s'interroger sur la généalogie du mouvement féministe après la Révolution française, mais qui plus est, elle a en même temps tracé le parcours de la pensée philosophique de la différence des sexes, qui s'est avéré pour la plupart comme un discours aussi fragmenté et épars que caché ou même masqué. Dans les recherches de Geneviève Fraisse, j'apprécie beaucoup cette combinaison entre le point de vue épistémologique et son application à l'histoire des femmes, ou plus précisément celle des sexes. Une conséquence de cette prise de position entre l'acte de penser l'historicité de la différence des sexes et la pratique de l'histoire est le fait que dans la pensée de Geneviève Fraisse, l'approche plutôt théorique ne constitue jamais une fin en soi,
mais doit être mise à l'épreuve de la réalité concrète des rapports toujours changeants des sexes au cours de l'histoire. Dans cet esprit-là, elle a entre autres collaboré à l'édition du tome 4 de l'histoire des femmes en Occident, que je peux vous montrer en allemand là, sous la direction générale de Georges Duby et de Michel Hérault. Donc, le troisième métier de Geneviève Fraisse a été donc presque par conséquent celui de politicienne. Elle s'est engagée pour les droits des femmes en remplissant les fonctions de déléguée interministérielle au gouvernement Jospin dans les années 1997-98 et de députée indépendante pour la gauche au Parlement européen pendant la période législative de 1999 à 2004. Ces deux engagements lui ont donné l'occasion de porter un regard sexué sur le monde et d'en déduire des mesures visant à la réalisation de l'égalité législative et de la parité entre les femmes et les hommes. Vous voyez donc déjà la singularité qui distingue notre invitée et qui nous offre l'opportunité d'aborder avec elle un grand nombre de sujets interdisciplinaires, ainsi que des thèmes tantôt historiques, tantôt actuels. Chère Geneviève Fraisse, c'est un grand honneur et un encore plus grand plaisir de vous avoir ici parmi nous, en présence numérique, et de pouvoir vous adresser nos questions. Donc, pour le public, j'annonce déjà que si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire dans le chat. Comme ça, on pourra les lire pendant que nous discutons avec Madame Fraisse. Donc, Geneviève Fraisse, je vous prie de pardonner que pour des raisons de temps, je ne cite pas ici la liste impressionnante de vos publications. Donc, au lieu de la lire au public, j'ai décidé de mentionner un choix personnel de vos ouvrages les plus importants dans leur contexte spécifique lors de la discussion. Et voilà pour les préliminaires. Je reviens donc directement vers vous, chère Madame Fraisse, pour évoquer une première de vos œuvres, une étude vraiment pionnière qui est sortie en 1999 lors du bicentenaire de la Révolution française. Dans votre livre très connu sous le titre « Muse de la raison », vous questionnez la démocratie exclusive, dissimulant la fausse neutralité du suffrage masculin qui se dit universel. Donc là, dans ce livre, vous dévoilez un fait qui, jusque-là, est resté impensé ou passé sous silence, à savoir le paradoxe qu'au moment historique même où se proclament les principes de la liberté et de l'égalité, déjà préparés dans la philosophie des Lumières, les femmes sont censées de disparaître de la scène de l'histoire pour être enfermées plus que jamais dans la vie privée, donc renvoyées à une sphère de la reproduction au sein de la famille patriarcale. Le sort d'Olympe de Gouges, à qui nous devons la réécriture de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen d'un point de vue strictement égalitaire, en fait preuve, car elle finit par se faire guillotiner. Des philosophes comme Rousseau, par contre, réussissent à baser le contrat social sur un contrat sexuel plus ou moins secret. Donc, ce qui m'étonne surtout dans ce processus historique, c'est que déjà des auteurs du XVIIe siècle, comme Marie de Gournay ou François Paulin de la Barre, sous l'influence du rationalisme cartésien, avaient formulé, du moins théoriquement, le principe de l'égalité des sexes et avaient ainsi mis fin au débat incessant de la soi-disant querelle des sexes autour de la supériorité d'un des deux sexes et l'infériorité de l'autre. Pourquoi donc, selon vous, une fois le moment venu d'élargir les droits de l'homme à la seconde moitié de l'humanité, la réalisation de ce projet a-t-elle été tellement pénible, voire presque impossible, et de quelle stratégie s'est-on servi pour réserver ces droits exclusivement aux hommes, c'est-à-dire aux êtres masculins? Donc, en quoi cette rupture révolutionnaire semble-t-elle en même temps permettre et empêcher les idées égalitaires? Bref, pour conclure, comment voyez-vous le jeu complexe entre la différence des sexes en tant que problème philosophique et l'exigence politique de l'égalité?
Alors, en reprenant votre juste dernière formule, la question, bien sûr, on peut l'envoyer d'un côté égalité versus différence, mais précisément en même temps, c'est ce genre de questions, quand j'ai commencé mes travaux, donc dans les années 60, au début des années 70, à contourner comme considérant que c'était un obstacle, universalisme, différentialisme, égalité versus différence, même si c'est des termes qu'on emploie. Pour moi, l'essentiel était, et vous l'avez mentionné aussi, de voir quand il y a des ruptures et comment on peut poser la question épistémologique de savoir ce qui se pense, comment se pense l'égalité des sexes, comment se pense la transformation d'une situation historique donnée. Donc, en ce sens, c'est pour ça que je protestais en disant que j'ai, grâce à Michel Foucault, été vers des textes qui ne sont pas canoniques en philosophie, vers des textes historiques, mais c'est précisément pour formuler les problèmes, pas pour restituer une histoire que je suis incapable de faire, n'ayant sur ce sujet aucune formation, même si j'ai beaucoup fréquenté les historiennes et travaillé avec elles longuement, vous l'avez rappelé. Mais je dis tout cela parce que c'est juste pour indiquer que je n'ai pas cherché à définir ce qui resterait de la différence par rapport à... J'ai complètement contourné ce que j'ai appelé un obstacle épistémologique, ce que les épistémologues peuvent appeler un obstacle épistémologique, pour remarquer comment, à quelles conditions est rendu possible une pensée de l'égalité. Vous citiez le XVIIe siècle. Moi, je fais une différence entre Marie de Gournay et Poulain de la Barre, car Poulain de la Barre est absolument radical, ce que n'est pas. Marie de Gournay est encore dans la querelle, elle est encore dans la dispute, quand lui, grâce à Descartes, c'est-à-dire ce sont des mutations épistémologiques qui permettent que des pensées adviennent. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est vraiment l'idée d'égalité radicale. Vous parlez de rupture et je peux vous suivre sur cette formidable question qu'est-ce qu'une rupture épistémologique. Ça nous vient de l'histoire des sciences. Moi, ça me vient du philosophe Georges Canguilhem qui m'a beaucoup impressionné dans mes études. Et donc, on a cette possibilité de penser l'égalité dans sa totalité grâce à Descartes, puisque l'esprit n'a point de sexe. Donc, Poulain de la Barre a un boulevard devant lui pour développer l'idée d'égalité. Et ce qui se passe 150 ans plus tard, ou un peu moins de 150 ans plus tard, de 1673 à 1789, c'est la possibilité que ça entre dans l'espace public. Alors lui, il l'a pensé théoriquement, c'est sûr, mais la possibilité historique de le penser dans l'espace public, c'est la Révolution. Sauf que personne ne s'étonnera, même si, quand j'ai publié mon livre pendant le bicentenaire, au début du bicentenaire, il a été très mal perçu, parce que je disais du mal de la Révolution, et qu'il fallait absolument fêter la Révolution, fêter les héroïnes de la Révolution, et moi, j'arrivais comme un mauvais esprit, en disant, vous savez, la démocratie, elle est exclusive, non pas excluante, comme dans l'Antiquité, c'est-à-dire où les femmes sont en dehors de la démocratie, c'est de l'exclusion pure, tandis que la Révolution va dire, tout le monde est invité dans la démocratie, mais, ah non, pas là. Ah non, pas là. Ah non, là, vous ne vous assiérez pas au banquet de l'égalité. Voilà, en gros, si je garde l'image plus tardive du 19e siècle. Et donc, on va avoir cette double possibilité, c'est-à-dire de les exclure sans le dire, ce que remarque très bien Olympe de Gouges. Je viens d'ailleurs de faire un texte pour réunir une édition à nouveau de la déclaration sur son travail, que j'ai relu avec... Il faut tout lire d'Olympe de Gouges, hein, pas seulement la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et puis, avec cette idée que si elle est exclusive, oui, on ne va pas dire l'exclusion, on va la fabriquer. C'est ce que je montre dans Muse de la raison, on la fabrique. Et en même temps, comme on n'exclut pas complètement, les féministes vont pouvoir s'engouffrer là-dedans et dire « Ah ben attendez, mais nous, on peut être invités, on vient, on va participer. » On le voit encore avec la question de la parité, qui est une queue de comète de l'inclusion après l'exclusion. Donc, moi, je ne m'étonne pas que la domination masculine veuille rester dominante. Alors, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment fonctionnent non pas les discours de la domination, mais surtout les discours de l'émancipation. C'est ça le choix que j'ai fait quand j'ai commencé aussi à travailler avec Jacques Rancière et qu'on a fondé une revue ensemble en 75 ça s'appelait Les Révoltes logiques, c'est-à-dire l'idée que nous choisissions l'émancipation. Et c'est ça qui va aussi amener un certain nombre de mes réponses à vos questions, elle est fondamentalement là-dessus. Mais l'important sur Muse de la raison, donc ce livre que je vous remercie de citer parce que c'est vrai que chez moi il tient une importance considérable, c'est qu'il a une double descendance, qui sont les 2 premiers chapitres de ce livre, c'est-à-dire comment exclure les femmes de tout. Quelqu'un va dire il ne suffit pas qu'elles n'apprennent pas à lire. Si elles n'apprennent pas à lire, elles pourront même rien demander puisqu'elles n'auront pas d'autonomie possible.
Et puis la deuxième querelle qui arrive juste après, c'est elles ne peuvent pas écrire de la poésie. Ce sont les hommes qui écrivent de la poésie. Et donc j'ai deux fils rouges que j'ai appelés le pour toutes, c'est-à-dire ce qui va permettre la citoyenneté, 2 siècles de problèmes, et ce qui est pour chacune, toute femme a le droit de devenir une artiste. Et donc mes textes qui vont suivre dans les années suivantes vont essayer de descendre ces deux je sais pas comment je prends un geste de descendre, enfin oui parce qu'on est dans l'histoire, en tout cas de suivre ces deux fils qui sont le pour toutes et le pour chacune. Donc, merci de cette réponse très riche et très dense. Donc, j'aimerais bien continuer par vous demander votre opinion sur l'emploi du terme gender, genre dans la langue française. Vous êtes connu pour travailler beaucoup sur les concepts philosophiques et vous soulignez dans nombre de publications comme par exemple la différence des sexes, ici en allemand, Geschlechterdifferenz, qui est paru en 1996, l'importance d'un philosophème du même nom, différence des sexes. Et d'après ce que vous pensez, la notion de différence des sexes est particulièrement apte à désigner la double signification de diversité, Unterschiedlichkeit ou Andersartigkeit en allemand, et des controverses, les Differenzen et la Konflikthaftigkeit. En même temps, vous exprimez à plusieurs endroits de votre œuvre votre réticence à l'égard du concept de gender qui ne se traduit pas facilement en français par genre. Vous plaidez plutôt pour sauvegarder le mot sexe qui aurait une signification à la fois concrète et abstraite et préfériez également l'allemand Geschlecht au gender. Donc, cependant, cet anglicisme intraduisible dans toute l'ampleur de ses dimensions est largement répandu en Allemagne à cause du manque d'un terme équivalent. On a évidemment l'impression que Geschlecht comporte encore trop de connotations biologiques et de cet usage ubiquitaire témoigne par exemple des mots composés comme Genderstudien ou Genderfragen ou même le verbe gendern qui à l'heure actuelle fait l'objet de débats polémiques qu'on peut voir sur la page de titre du magazine politique Der Spiegel de cette semaine. Donc, la question serait si vous pourriez expliquer un peu en quoi consistent exactement vos réserves envers cette notion de gender. Pourquoi ne pensez-vous pas qu'il s'agit d'une catégorie utile d'analyse historique, comme l'a formulé votre collègue américaine John Scott? Donc, je me demande si vous seriez plutôt d'accord avec l'historienne allemande Barbara Duden, qui a reproché à Judith Butler lors de la traduction de son livre de référence Gender Trouble en allemand au début des années 90 qu'elle décorporalise la femme. Donc la théorie du gender ne serait-elle pas capable à vos yeux de penser le corps des femmes? Ou croyez-vous que les différences entre les débats de part et autre du Rhin s'expliquent par nos différentes cultures et traditions scientifiques? Vous voyez peut-être une singularité française ou quelque chose comme ça. Non, non, alors laissons tomber le culturel. Laissons tomber le culturel, j'en passe pour dire quand même que très souvent, je m'amuse à dire dans mes expressions publiques que quand même les Allemands, ils ont Geschlecht et c'est drôlement bien parce que ça évite cette opposition entre sexe et genre. La deuxième chose que j'aime à dire aussi, ça c'est plus dans le livre Les excès du genre, qui est bien postérieur à celui de 96 que vous venez de citer, c'est vrai que c'est une promesse conceptuelle, le mot genre, et je vais revenir là-dessus, et j'ai une position, non pas, je n'ai pas des positions théoriques affirmées, comme moi, je fais de l'épistémologie, donc c'est bien là pour ça que j'ai des problèmes, et que je suis critique, et non pas pour ou contre, d'où mes titres, les excès du genre, à côté du genre, et je vais revenir là-dessus. Et bien simplement, comme philosophe, j'ai juste dit aussi, et c'est une pirouette, mais sérieuse, c'est qu'on ne supprime pas un mot du vocabulaire. Et que comme les études de genre suppriment le mot sexe, je ne suis pas d'accord. Supprimer un mot est une faute épistémologique. Ce n'est pas une faute politique, ce n'est pas une faute théorique. On va y revenir. Parce que, en même temps, le mot genre, quand je dis c'est une promesse conceptuelle, ça veut dire que ça répond à ce que vous avez souligné et qui a été mon problème initial dans une étude de philosophie. Et c'est pour ça que j'ai aussi travaillé avec des textes historiques. C'est parce qu'il n'y avait pas de philosophème.
pour désigner cette question-là, et que moi j'étais comme ça absorbée par le MLF qui commençait, le mouvement de libération des femmes. Je faisais mes études de philosophie et on n'en parlait pas en philosophie. Donc le concept n'était pas là, le mot n'était pas là. Donc quand j'ai vu arriver le mot genre, j'ai dit très bien, je remarque que le mot genre, comme le mot féminisme, viennent du langage médical. Ces deux termes sont nés dans le langage médical, le mot féminisme aussi, à la fin du Second Empire en France. Donc c'est curieux, mais acceptons ce transfert. On a le transfert, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sursaute au début des années 80, je lis dans le journal Le Monde un grand anthropologue, je ne donnerai pas le nom, qui se met à parler des genres au pluriel. Ah, je dis, ben non, si c'est un concept, c'est le singulier. Mais pourquoi il parlait des genres? Ben parce qu'il retombait sur homme, femme, masculin, féminin. Et donc, on avait fait une boucle. Alors, et la boucle, il y a 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, elle continue à exister. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle au singulier et que dans ce cas, on définit un objet philosophique, ou bien est-ce qu'on veut, alors je vais y revenir, opposer genre à sexe, ou bien est-ce qu'on veut revenir à homme-femme, le même et l'autre, quoi, avec les genres masculin-féminin. Grâce au ciel, maintenant, grâce au queer et tout, on a les genres dans la multitude. On en a de 5 à 50, suivant les discussions auxquelles j'ai pu participer, donc on est dans le multiple. Alors, c'est très important, parce qu'on était dans la question du même et de l'autre, et ça c'est tout le 19e siècle, et le 20e siècle, et on est dans la question du même et de l'autre, mais il y a un autre schéma qui vient aussi de la philosophie grecque, qui est l'un et le multiple. Nous entrons dans le paradigme de l'un et du multiple. C'est très intéressant. Voilà, je prends plein de pistes là, je vais très très vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Le deuxième problème que j'ai, c'est que, donc moi je regarde ça, je dis, très bien, on va reprendre le pluriel, mais dans ce cas on change de modèle. On est dans le un, le multiple et pas dans le même et l'autre. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire qu'on sort de la binarité? Restons calmes. La catégorie différence des sexes, que je ne prône pas plus que cela, sauf que c'est la seule que j'ai trouvée, notamment chez Hegel. Hein, c'est en langue allemande. Hein. Geschlechtdifferenz, Dieu sait si c'est présent dans l'encyclopédie. Et c'est très intéressant ce qu'il fait d'ailleurs dans l'encyclopédie Hegel. Hein, il faut vraiment revenir aussi à ces textes-là. Mais pour moi, je les traduis d'une façon très claire, qui est que c'est une catégorie vide. C'est-à-dire, je ne la remplirai d'aucun homme, femme, féminin, masculin. Aucune être, c'est une catégorie vide, c'est-à-dire une catégorie qui fonctionne. Alors, laissons cela de côté et reprenons le mot genre face au mot sexe. Je vais très vite, je suis désolée pour les auditrices, auditeurs, mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Et c'est vrai que là, on s'aperçoit, chose qui est très critique de ma part, qu'on tombe dans ce paradigme qui existe, qui a été très utile et très opératoire dans les années 60, qui est le paradigme nature-culture. Alors, quittons la nature, le sexe, pour la culture, le genre. Alors, on peut faire du multiple sexuel avec la culture, on peut dénoncer les préjugés, on peut faire plein de choses. Mais moi, je dis, attendez, nature-culture, mais ce modèle est périmé. Mais vous travaillez encore avec le modèle nature-culture et il est extrêmement nocif sur cette question-là, puisque plus vous allez dire que c'est culturel et pas naturel, plus vous renforcez le naturel, évidemment. C'est là où je suis carrément polémique. C'est-à-dire que vous faites exister ce dont vous voulez vous débarrasser. On est encore dans une position incertaine. Je disais, on revient sur le masculin-féminin quand on veut l'enlever, ou les hommes et les femmes, c'est-à-dire la binarité, et puis on veut enlever la nature, et on revient sur la nature si on la met sur un piédestal en disant qu'on s'en débarrasse. Et de tout cela, moi, je voulais bien qu'il y ait des études de genre, je voulais bien étudier le genre, mais moi, je cherchais les concepts. Ce que j'ai fait, finalement, dans tout mon travail, c'est jamais de dire le qui, mais de dire le quoi et le comment. Qu'est-ce que le consentement, par exemple? Question donc, que j'ai travaillé, maintenant mon texte est traduit en allemand et j'en suis contente, et c'est un texte que j'avais publié en 2007, bien avant MeToo. Donc, la question n'était pas de savoir si j'étais pour ou contre la prostitution, ou pour ou contre le foulard, c'est qu'il y avait cet argument, était-ce un argument politique, le consentement? Voilà, je vous donne cet exemple. Donc, la question pour moi n'était pas de savoir qui est qui, mais qu'est-ce qui fonctionne dans la démocratie, car le consentement est un concept démocratique, hein, et le consentement mutuel est un effet de la modernité. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on fait de ce mot-là? À quoi il sert pour pouvoir intervenir diversement? Donc voilà, j'en profite pour dire que je ne me suis pas engagée en politique. On est venu me chercher, ce qui est très différent. C'est très différent parce que la société civile doit le dire.
C'est-à-dire qu'on ne décide pas qu'on a envie de faire de la politique. Moi, c'était le cadet de mes soucis. J'étais en train de finir un livre à l'époque. J'avais une vie privée extrêmement chargée, etc. Et on vient vous dire, bah, si, vous êtes obligé. Et donc, je dis, bon, d'accord, peut-être c'est vrai. Mais moi, par exemple, la parité ne m'a pas passionnée plus que ça, même si c'est important, parce que ce n'est que de l'inclusion et pas de la subversion. Et moi, je viens d'une génération où la subversion est largement importante, on va dire. Mais vous voyez, donc, toutes les pistes que j'ouvre par rapport à la question du genre, c'est pour ça que je dis que c'est une promesse conceptuelle, mais elle fonctionne avec le pluriel, elle fonctionne avec la binarité, et là, moi, j'ai des problèmes dans les deux cas. Le premier, je peux le résoudre avec le 1 multiple, le deuxième, je ne peux pas le résoudre. Et ça ne m'intéresse pas de chercher à le résoudre. Et par ailleurs, le mot sexe est différent suivant chaque langue. Le mot sexe, en anglais, est extrêmement biologique et sexuel. Having sex, ok. En français, regardez, le XVIIIe siècle, le mot sexe peut être un mot abstrait. Ça peut être le sexe avec un S majuscule qui est le sexe féminin, mais aussi le mot sexe peut être une abstraction. Donc moi, je trouve ça très riche. C'est pour ça que j'ai intitulé donc, mes occasions de titrer sur le genre, soit à côté du genre, soit les excès du genre. Mais les excès du genre, c'est pas critique, ça c'est pas négatif, uniquement négatif de ma part, parce que les excès, ça vient de Georges Bataille, ça vient des écrivains des années 60 en France. Donc quand je parle des excès, c'est ce qui déborde, hein. Et ça c'est plutôt très intéressant. Mais moi, j'ai un esprit critique et surtout une exigence épistémologique, comme vous l'entendez. C'est ça surtout qui m'anime, je crois. Donc, merci beaucoup. Je crois qu'on a déjà traité les questions complexes et controverses. Donc, on va continuer par des questions plus de détail. Une chose que j'aimerais savoir par rapport à votre livre encore sur la différence des sexes, là vous vous référez à une thèse, là vous développez une thèse selon laquelle il existe un lien entre la mort de Dieu ou bien le déclin de la métaphysique dans la philosophie du 19e siècle et l'iconisation et en même temps le mépris de la femme, la misogynie. Donc, en littérature aussi, le 19e siècle est très riche en romans qui ont pour titre un nom de femme, tandis que presque toutes ces héroïnes finissent par mourir. Donc, j'aimerais bien vous poser la question, comment vous expliqueriez ce phénomène-là? Ben moi, si vous voulez, ce que vous me permettez de dire, alors, sur le phénomène des héroïnes qui doivent mourir, malheureusement, alors je n'ai pas assez de compétences en histoire littéraire pour avoir une vision d'ensemble. Mais en revanche, je peux prendre l'exemple que j'ai pris et que vous connaissez, je crois, on en a parlé, de Strindberg. Parce qu'il se trouve qu'un jour, il y a donc 25 ans, je crois, j'ai été demandé par un théâtre, on m'a dit, il faudrait que vous veniez discuter avec les comédiennes, elles n'en peuvent plus de Strindberg, c'est pas possible, ils étaient en train de mettre en scène le Pélican. Et du coup, je me suis mis à lire l'autobiographie, tous les textes autobiographiques de Strindberg, c'est-à-dire 3000 pages, etc. Enfin, je me plonge dans Strindberg et je comprends tout d'un coup quelque chose. C'est qu'il ne faut surtout pas analyser la misogynie de Strindberg du point de vue où il a été très malheureux dans son enfance, le papa, la maman, etc. C'est pas intéressant. D'ailleurs, lui-même n'en fait pas. Mais on a voulu souvent expliquer la misogynie par des considérations soit culturelles, soit familiales, soit d'histoire singulière. Or, dans Strindberg, qui est quand même un mec génial, pardon pour mon français, bref, c'est que lui qu'on sait par ailleurs aimant les femmes intelligentes, etc., hein, c'est que le problème du 19e siècle, c'est qu'avec la sécularisation et avec la fin de la métaphysique, Dieu disparaît, commence à disparaître. Encore une fois, je cite un philosophe, hein, qui est Nietzsche, bien sûr, qui, moi, me sert de référence permanente, tellement je trouve de choses chez lui. Et c'est dans cette mort de Dieu, ce qui apparaît, et Strindberg le dit clairement, c'est la femme a remplacé Dieu. La femme devient le grand autre. Et c'est ce qui alimente ce paradigme dont je parlais tout à l'heure, qui est sur le même et l'autre, qui depuis Hegel est si important jusqu'aux existentialistes, qui est quand on lit Beauvoir, c'est ça qu'on voit, c'est la question de l'autre. C'est pas tellement la question de la binarité sexuelle, c'est la question du même et de l'autre. La binarité est une des sous-figures du même et de l'autre, pour moi.
Hein, c'est pour ça que je ne l'apporte pas au pinacle pour y réfléchir, parce qu'il faut retrouver d'où ça vient. Et donc, si la femme se met à la place de Dieu, il y a un peintre dont le nom tout d'un coup m'échappe, qui dit strictement la même chose que Strindberg, aussi à la fin du 19e. Donc, on a cette exaspération du même et de l'autre, avec l'idée qu'on ne va pas mettre la femme à égalité. Donc, vous pouvez la rendre... Ça peut être la sorcière, ou ça peut être une figure idéalisée, ou ça peut être une figure qui est l'autre avec un A majuscule. Et donc, là, moi, je trouve ça vraiment très intéressant, parce que moi, ça me donnait la possibilité, non pas de tomber à bras raccourcis sur Strindberg, ou d'essayer de trouver les paradoxes et les contradictions sur Strindberg, mais de voir que ça partait chez lui d'une profonde réflexion sur l'époque et l'histoire qu'il était en train de vivre. Et c'est ça, extraire de la pensée, c'est pour ça que c'est pas de la théorie, c'est juste que ça pense avec la question des sexes. La question des sexes est un lieu, je dis la question des sexes, vous voyez, je dis pas la différence des sexes, je dis la question des sexes depuis des années. C'est le lieu où de la pensée s'échange. Et c'est ça que j'avais montré aussi dans le petit livre, donc, qui est traduit en allemand, des milieux des années 90, c'est que la femme n'est pas seulement un moyen d'échange, la différence des sexes, la question des sexes, c'est le lieu de l'échange. C'est là qu'on discute d'autres choses. Donc, on sert à l'échange discursif. Voilà. Merci. Donc, une autre question sur les stratégies artistiques serait la suivante par rapport à votre idée formulée dans Les excès du genre que vous avez mentionné déjà de 2014. Donc, vous y formulez l'idée que les femmes se servent de l'acte de se déshabiller en public pour aller aux limites, voire même pour les transgresser, tout en s'appropriant des images traditionnelles de la femme nue et de leurs valeurs symboliques. Et donc, à cette occasion, je me suis demandé ce que vous penseriez d'une artiste comme Orlan, qui soumet son propre corps à des transformations chirurgicales afin de rassembler mieux aux icônes de l'histoire de l'art, comme la Vénus de Botticelli, la Joconde, etc. Donc, je me demande si cet excès-là serait également, à vos yeux, un geste féministe ou plutôt pas, parce que là, il manque la dimension ou le message politique. Alors, et ce qui est bien, c'est que vous rameniez un geste politique, celui des femmes, donc qui se dénudent, hein, c'est-à-dire qu'elles ne transforment pas leur corps, elles se dénudent, montrent leur poitrine. Avant-hier encore, sur la place de la République à Paris, elles étaient là pour la manifestation pour le 8 mars, et elles utilisent la nudité, ce que j'appelle interrompre le bavardage audiovisuel, parce que comme ça, on va entendre leur message. C'est comme ça qu'elles l'ont fabriqué, c'est comme ça un petit peu que je commence à l'expliquer. Puis il y a la question de la nudité, elles ne sont pas les premières, et c'est notamment des Africaines qui, au début du XXe siècle, ont déjà manifesté contre la colonisation en défilant poitrine nue, de même que les femmes des Sans-Terre au Mexique pour lutter contre la spoliation des terres agricoles. Donc, on a une tradition sur la nudité comme possible message politique, et là, les femmes utilisent leur corps au lieu que leur corps soit utilisé. C'est pour ça que vous faites le lien avec les femmes artistes, que je fais d'ailleurs aussi dans mon livre. Oui. Pas avec Orlan en particulier, je vais y revenir, mais avec d'autres. Parce que c'est, au fond, très intéressant de voir toujours dans cette même période de la deuxième moitié du 19e siècle, que les femmes, il y avait déjà des femmes artistes, bien sûr, on est en train de les mettre sur le devant de la scène, et il était temps, hein, sur quelques siècles, mais ce qui se passe, c'est cette possibilité du pour toutes que je disais par rapport à la démocratie, et qui fait qu'elles veulent rentrer dans des écoles d'art, par exemple, l'école nationale. Hein, la République commence et tout devrait être ouvert pour tout le monde. Et à ce moment-là, les femmes qui ont pu être modèles, je prends souvent l'exemple de la peintre Suzanne Valadon, mais Paula Modersohn-Becker, qui est une Allemande, fait la même chose, c'est-à-dire que Suzanne Valadon, elle est d'abord modèle, puis elle devient peintre. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se peignent en autoportrait avec la poitrine nue. Et c'est ça qui me passionne. Parce qu'elles disent non seulement je récupère la place de sujet, je ne suis plus seulement objet. Mais moi, je préfère travailler sur sujet-objet que sur le même et l'autre. C'est extrêmement stimulant, le modèle sujet-objet. On peut faire des millions de choses avec ça,
pour réfléchir sur le temps d'aujourd'hui et d'hier et voire d'avant-hier, plutôt que sur le même et l'autre. C'est là où je suis dans le quoi, le comment et non pas dans le qui. J'insiste puisque je sais que je suis tout à fait minoritaire dans cette façon de penser. Mais j'ai quelques démonstrations dans ma besace pour expliquer tout ça. Et là, chez les femmes artistes, c'est ça qu'on voit. Donc, elles passent sujet, très bien. Puis, elles se mettent objet d'elles comme sujet. Et tout le XXe siècle, les femmes artistes, elles vont chaque fois poser des petits cailloux blancs sur le chemin de l'émancipation esthétique là-dessus. Et donc, après, vous arrivez à une contemporaine comme l'artiste Orlan, que je salue, puisque par ailleurs, nous sommes, elle et moi, liés. Et en fait, c'est pas qu'elle veut ressembler à, c'est que précisément, elle est dans cette démarche d'avoir non seulement approprié la place de l'artiste, mais réapproprier son corps et signaler tout ce qui peut se passer avec ce qu'elle va faire de son corps. Et elle ne sera pas la seule comme artiste. Il y en a d'autres, on citait, on va y revenir peut-être, Claude Cahun ou Claude Cahun, mais elles sont deux, Claude Cahun. C'est ça qui est très intéressant. Il y a un superbe film d'ailleurs sur elle et son amie Suzanne, puisque c'est un couple de femmes et elles sont deux. Mais si on prend aussi Cindy Sherman avec ses avatars, la multiplicité des avatars, c'est ça qui est intéressant. Là, on retombe à nouveau sur le multiple. Et Orlan, elle est aussi dans le multiple. Hein. Elle n'arrête pas. Et je cite une de ses dernières expositions, parce que j'adore le titre, qui est « Les femmes qui pleurent sont en colère ». Voilà, je vous l'offre. Enfin, c'est elle qui nous l'offre plutôt. C'est une phrase magnifique. Donc voilà, je pense que c'est pas ça qu'elle cherche. Et si je parle de cette réputation qu'elle a là-dessus, elle dira non, c'est pas ça, c'est autre chose. D'accord, merci. Et donc une autre question sur un phénomène que vous avez déjà mentionné, que vous n'avez pas seulement écrit sur l'émancipation collective des femmes et sur la visibilité sociale et leur accès aux droits de la citoyenneté, mais aussi sur le devenir sujet de femmes individuelles exemplaires qui se consacrent à des actes créatifs. Et je crois qu'un cas particulier entre les deux est celui de Simone de Beauvoir, à qui vous avez dédié en 2008, lors du centenaire de sa naissance, un livre intitulé « Le privilège de Simone de Beauvoir ». Et donc, j'aimerais bien vous poser la question de savoir en quoi consiste, selon vous, ce privilège et comment voyez-vous la situation de cette pionnière par rapport à l'émancipation des femmes en général. Une parenthèse, peut-être peut-il y avoir un nous féministe représentatif? Alors ça, il faut lire ces échanges avec Alice Schwarzer là-dessus, qui sont tout à fait intéressants. Mais non, en fait, d'abord, je vous remercie de poser cette question sur les singularités, parce que j'en ai même fait, dans ce recueil Féminisme et philosophie, quelque chose en disant que moi, j'ai fabriqué des lignées. J'ai pas seulement voulu sortir et j'ai écrit aussi un livre sur la traductrice de Darwin, Clémence Royer, qui est aussi une figure singulière du 19e. Et c'est-à-dire que, en fait, Simone de Beauvoir n'était pas partie pour être quelqu'un sur qui j'allais écrire, d'autant plus que ma génération, on a travaillé avec elle, on a fait des choses avec elle, et c'était déjà très fort de faire ça. Mais elle va arriver. Elle s'est imposée, quoi. Elle s'est tout le temps invitée. On m'a toujours demandé des textes. J'ai commencé par le premier article, je crois que c'était au début des années 80. Puis après, c'était une nécrologie, puis etc., etc. Et pourquoi je dis ça? Parce que je veux rappeler que j'ai privilégié des singularités beaucoup moins célèbres et connues du 19e siècle et avec comment on construit ce que j'appelle donc des lignées. Je ne sais pas quel serait le mot allemand pour dire cela. C'est-à-dire, moi, je peux passer de Germaine de Staël à Virginia Woolf, à Monique Wittig, etc. Généalogie en allemand. Oui, pardon? Généalogie, on dirait en allemand. Ce n'est pas de la généalogie, ma lignée. Oui, mais c'est... Bon, ça, c'est une bonne discussion qu'il faudra avoir sur qu'est-ce qu'une lignée. Parce que c'est pas, justement, c'est pas de la généalogie, enfin, ça se rapproche de la généalogie, je suis d'accord avec vous, mais c'est pas exactement ça. Mais en même temps, c'est pas seulement vouloir montrer les femmes oubliées, etc. C'est que je choisis les femmes avec qui je dialogue. Alors, le dialogue que j'ai eu avec Simone de Beauvoir, enfin, dans mon intériorité, pas directement avec elle, on a parlé des choses quand c'était dans le nous collectif, justement, avec elle, c'est le fait qu'elle a directement posé
dans son introduction du deuxième sexe, que moi, j'appelle un discours de la méthode, à la Descartes. Ce qu'elle fait dans l'introduction du deuxième sexe, moi, je l'ai enseigné quand j'étais aux États-Unis, ça, parce que c'est un texte en soi épistémologique. Comment vais-je penser cette question-là? Parce que ce qui est très intéressant chez Beauvoir, c'est que quand elle dit à Sartre qu'elle va écrire ses mémoires, d'accord, mais vous êtes qui, vous? Lui dit-il, pour écrire vos mémoires. Bah, vous êtes une femme, vous allez faire quoi avec ça? Et elle va faire le contraire de ce que font les femmes habituelles, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire ses mémoires, elle va faire un texte théorique, c'est-à-dire le deuxième sexe. C'est à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, où on écrirait ensuite les mémoires. Mais elle dit, je dois savoir qui je suis. Et à partir de là, j'ai découvert qu'elle utilisait tout le temps ce mot privilège. Et c'est vrai. Mais après, quand je le dis, et puis que j'ai des lectrices qui me disent « Ah bon, mais alors maintenant, je le vois partout, mais tu as raison. » Et c'est vrai, il est partout. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai un privilège, j'ai le privilège de. Ou ma génération a eu le privilège de faire des études, etc. Ce qui était le cas de ma mère, qui était une intellectuelle aussi, exactement, à peu près de la même époque. Et donc, je me suis dit, c'est vraiment intéressant parce que c'est sa démarche de pensée. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est non pas ce qu'elle a pensé, non pas si je suis d'accord ou pas avec elle, on retrouve ma même critique de l'identité, mais comment elle s'est débrouillée pour penser. Donc finalement, la contenu du deuxième sexe m'intéresse beaucoup moins que son introduction. Et le mot privilège, il est partout. Et donc mon livre est construit avec une citation à chaque chapitre qui dit « j'ai le privilège de ceci, j'ai le privilège de cela, etc. » Et du coup, moi, je regarde ces textes et je dois dire que ça m'a vraiment beaucoup plu de faire ça. Mais bon, c'est ma proposition de lecture. Elle se dit aussi correspondante de guerre, c'est vachement intéressant. Elle est correspondante de guerre. Et finalement, c'est ce qu'on pourrait dire de nous, des intellectuels féministes, qu'on est des correspondantes de guerre. Comment on chronique les batailles. Voilà, je trouve que j'aime beaucoup toutes ces inventions qu'elle a. Merci. Et passons déjà de la correspondante de guerre à la colporteuse, une figure que vous avez récemment, en 2017, développée comme image métaphorique ou comme une sorte de traveling concept de la femme intellectuelle incarnant une pensée nomade, toujours en mouvement, à mi-chemin entre les diverses disciplines des sciences sociales. Et ce texte-là sur la colporteuse constitue donc, il me semble, votre plaidoyer personnel pour la transdisciplinarité, pour la philosophie comme une boîte à outils, comme une matrice à fournir des conseils précieux pour l'ensemble des sciences humaines. Donc, pourriez-vous nous rapprocher un peu cette figure nomadique, alors, son parcours à travers l'histoire? Oui, alors c'est à la fois une image personnelle et en même temps une image programmatique. Elle est personnelle au sens où, disons, jusqu'en 2000, j'ai dit que j'étais un fantassin. Je suis née dans un milieu communautaire, personnaliste, d'intellectuel. Donc la communauté, le collectif est quelque chose que j'ai appris tout de suite, c'est-à-dire pas dans une famille nucléaire au sens habituel du terme. Et si j'ai pas beaucoup apprécié cette enfance, en tout cas, je pense que j'ai vraiment apprécié cette notion du collectif que j'ai retrouvée avec 68, avec le mouvement des femmes, avec tous les projets qu'on a fait dans les années 80, à la fois intellectuels, politiques, etc., dans tous les sens. Donc j'ai adoré être un fantassin, c'est-à-dire un petit soldat, surtout ne pas prendre le pouvoir. J'étais trop libertaire pour ça, et puis j'avais pas le temps et ça m'intéressait pas. Et ça ne m'intéresse toujours pas d'ailleurs, mais être le fantassin au milieu d'une armée joyeuse que sont les féministes, ça m'a beaucoup plu. Et puis, c'est vrai qu'avançant dans mes travaux, effectivement, qui sont assez singuliers, puisque je n'entonne pas les grands champs de tendance, non pas par esprit de contradiction, mais parce que ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus seule et que j'étais un peu sur mon chemin, non pas nomade, mais plutôt voyageuse. Je ferai la différence. Je ne me considère pas comme nomade. Un colporteur, il a toujours une base. Non, je ne suis pas nomade, je suis voyageuse. Et j'ai énormément, c'est vrai, voyagé avec le féminisme par le monde, ça c'est sûr. Mais alors la question maintenant programmatique est la plus intéressante des deux, une fois qu'on est sorti de l'affaire individuelle, c'est que c'était une façon pour moi de traduire au plus près de mes travaux ce qu'est le rapport à l'universel.
Donc, de sortir là encore d'une mauvaise querelle, j'aime pas les querelles, c'est les querelles figées, les querelles où on nous enferme, les querelles qui nous piègent, à savoir l'universalisme, c'est pas bien par rapport à tel endroit du monde, etc., ça va pas, c'est de l'occidentalisme, c'est du colonialisme, etc. Et je dis, mais comment je vais en sortir? Parce que j'ai quand même aussi envie de défendre que si je parle du consentement, ça peut intéresser tout le monde. Et si on prend MeToo, ça intéresse le monde entier, MeToo. Et donc, on peut se poser les questions partout. Et donc, voilà. Et moi, comme j'avais essayé de travailler les concepts, j'ai mis dans ma besace tous mes petits concepts, démocratie exclusive, les deux gouvernements, le consentement, le service, etc., etc. Et j'ai dit, je pars sur les routes et je vais effectivement me rendre compte de ce que j'avais imaginé, à savoir que les mots peuvent servir ailleurs. Donc, je suis une colporteuse de l'universel. Mais avec des concepts, ça, c'est pas la boîte à outils, c'est ce qu'il y a dans la besace, dans le sac à dos, c'est mes concepts. Mais ce qu'il y a aussi dans le sac à dos, c'est la lampe torche ou le projecteur, on l'appellera comme on veut, mais ce qui va faire la lumière et qui s'appelle l'égalité. C'est-à-dire que je n'ai pas une boîte à outils, j'ai un opérateur, et cet opérateur, c'est l'égalité. Et je peux me balader dans le monde entier avec cet opérateur égalité qui intéresse toutes les sociétés. Je n'ai pas besoin d'imposer quoi que ce soit. Et après, je sors mes concepts et je dis qu'est-ce qu'on fait avec le consentement et qu'est-ce qu'on fait avec le service et qu'est-ce qu'on fait avec la démocratie, qu'est-ce qu'on fait avec la famille et la cité, c'est-à-dire les deux gouvernements, qui sont là aussi du conceptuel, que j'ai été emprunté à l'Ancien Régime, et notamment à Montesquieu, le gouvernement domestique, et pas seulement la famille, dont on a fait un agrégat d'individus isolés par la sociologie du milieu du XXe siècle. Mais ça nous a mené pas plus loin que là, ça nous a mené, tandis que c'est un lieu de gouvernement, ce qui permet de repenser la question du pouvoir entre les sexes, du pouvoir de l'autorité sur les enfants, du rapport entre les sexes, etc. Donc voilà, c'est ça la colporteuse. Et du coup, ça me permet de continuer à vouloir proposer une réflexion universelle, tout en étant sur les chemins, sur la route, mais pas comme nomade. J'ai quand même un point d'attache. D'accord, merci. Donc, dans ce sens, je réponds aussi en dessous sur les questions du nomadisme deleuzien, etc., bien sûr. Bien que ça soit à Deleuze que j'emprunte la question du concept, que le jour où il a publié « Qu'est-ce que la philosophie ?» et que son introduction dans « Qu'est-ce que la philosophie ?» c'est quand on a un problème, il faut trouver le concept, j'ai dit c'est ça que je voulais. C'est-à-dire c'est ça que j'étais en train de faire. Donc c'est un moment de joie intellectuelle très très grande. Mais bon, ça, on prend ce qu'on veut chez les philosophes. Hein. On a le droit. Enfin, en tout cas, c'est toujours ce que j'ai défendu face aux jeunes chercheuses que j'ai rencontrées. Et voilà, vous venez de mentionner déjà votre travail sur le service et la servitude, et j'aimerais bien ajouter une dernière question de ma part qui ouvre un peu le point de vue sur l'actualité, sur la situation de notre vie où nous sommes toutes et tous sous les conditions actuelles du Covid-19 et du confinement. Donc, cette époque-là paraît renforcer l'impression que nous vivons dans une ère de régression pour les femmes qui ont à gérer encore plus de travail de care non rémunéré comme d'habitude. Et comme vous dites, dans les années 70 déjà, vous avez travaillé sur le dilemme du service et de la servitude, de boulots qui sont à peine valorisés et quasi exclusivement féminins. Et ce texte-là que vous avez écrit sur le service et la servitude a été réédité 30 ans après au sein de notre société de service et des soins à la personne. Donc, la question serait de savoir comment voyez-vous l'avenir de ce phénomène. Alors là, je ne suis pas Madame Soleil, comme on dit en français. Dans l'avenir. Non, mais ce qui est incroyable, d'abord, ce livre, en fait, il a 40 ans maintenant, puisque je l'ai publié en 79, c'est mon premier livre, mais il a été réédité une fois au bout de 30 ans, en 2009. C'est pour ça que souvent, il y a une erreur de date, mais ce n'est pas grave. Et j'ai la joie qu'il passe en poche. Et ça avait été décidé avant la pandémie, qui passe en poche, là, ce mois-ci. Il vient juste de sortir en livre de poche. C'est assez bouleversant pour moi, parce qu'un livre qui a 40 ans d'âge, du vivant de son auteur et qui tout d'un coup est au milieu de l'actualité, c'est quand même tout à fait
quelque chose de bouleversant. Je tiens à le dire pour l'autrice que je suis. Par ailleurs, ce livre, il avait aussi une dimension personnelle et une dimension programmatique que je vais rappeler dans une seconde après avoir dit que, du coup, en juin dernier, j'ai fait un court texte qu'on a mis en introduction de cette édition qui s'appelait « Le soin, le sale, le service ». Alors, je le dis par rapport au concept du care. Hein. Le care, le soin. Moi, j'ajoute le sale et le service. Parce que personne ne parle du sale, même pas quand on parle des éboueurs qui ramassent les poubelles, etc. Parce que c'était aussi une grande image du premier confinement. Personne ne parle du sale. Et d'ailleurs, dans ce court texte, je cite un texte qui m'avait à l'époque impressionné de Christian Enzensberger, qui est l'essai de quelque envergure sur la crasse, qui avait été le frère de Hans Magnus. Et donc voilà, je suis pour les citations allemandes ce matin, mais ça ne doit pas être une erreur de ma part. Et donc, j'ai passé un an à Berlin pour ma maîtrise dans la préhistoire. Et donc, le sale et le service. C'est-à-dire, qu'est-ce que le service en démocratie? Ça, c'est une question qu'on se pose dès la Révolution française. On ne donne pas le droit de vote aux hommes domestiques, car ils appartiennent à quelqu'un d'autre. Ils sont dépendants d'un autre humain. Donc, ils ne sont pas autonomes, donc ils ne peuvent pas être citoyens actifs. Et ça va durer. Et pourront-ils après être élus? C'est pas sûr. Donc, la question service et démocratie est une question de fond. Et j'avais envie de poser cette question-là, mais j'avais deux autres questions qui sont toujours valables. C'était d'une part que, comme j'avais une mère effectivement émancipée, qui est devenue une intellectuelle importante, il y avait effectivement des jeunes filles au père, allemandes, et une femme de ménage à la maison, parce qu'elle était dédoublée dans son travail domestique. Mon père organisait ça très, très bien. Et d'une part, donc, j'ai eu une question sur ce que c'est que l'émancipation et la question de ce qu'on appelle aujourd'hui magnifiquement la charge mentale, depuis quelque temps, qui incombe aux femmes dans la famille. Et d'autre part, j'avais une question politique très importante des années 70, c'était le privé et politique. Qu'est-ce que nous travaillons gratuitement dans nos cuisines? C'est pas possible. Mais il y a aussi les femmes exploitées qui sont les ouvrières. Et puis, comment on fait? Donc, il y avait soit les bourgeoises qui employaient, soit les ouvrières qui étaient en usine. Mais arrive un parti d'extrême gauche qui titre sur l'ensemble des femmes, travailleuses, 18 millions de bonnes à tout faire. 18 millions ça voulait dire 18 millions de femmes qui ont des emplois. Et moi, je sursaute, je dis 18 millions de bonnes à tout faire, mais il y a 1 million de vrais employés de maison. Et donc, j'ai voulu relier la gratuité du travail, l'emploi ouvrier et le fait qu'il y avait bien ces femmes de ménage, ces employés multiples qui venaient travailler pour aider à l'émancipation. Grosse contradiction du féminisme, déjà remarquée par les féministes de 1900. Donc, pas de nouvelle question. Puisque moi, dans lire les congrès féministes de 1900, cette question-là est déjà posée. Mais moi, je me dis, voilà, j'ai envie de montrer comment, effectivement, il y a des contradictions dans le féminisme, mais on ne peut pas faire autrement. On ne va quand même pas dire que c'est seulement les femmes ouvrières qui sont exploitées et que, par exemple, les bourgeoises ne se font pas battre par leurs conjoints. Donc, on traverse les classes sociales avec le féminisme. Mais comment on fait? Il ne suffit pas de mettre un couvercle et de dire circuler, il n'y a rien à voir. J'ai voulu faire un livre qui dit on ne circule pas, on regarde. Il y a une contradiction, regardons la contradiction. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'est émouvant que ce livre sorte en poche, évidemment, aujourd'hui, parce que, encore une fois, il était à la fois autobiographique et théorique et polémique et politique. Et le sujet est toujours là. Voilà. Donc, ouais, c'est drôle que vous m'en parliez. Donc, merci beaucoup. Je crois qu'on est très bien dans le temps, parce qu'il est midi là. Et donc, il est certain que les thèmes abordés jusque-là ne constituent que quelques petites pistes parmi beaucoup d'autres qu'on pourrait approfondir avec vous en partant de votre œuvre si riche en perspectives. Et c'est pour cela que je vous rappelle encore une fois qu'il y a la possibilité pour le public, pour l'auditoire, de poser vos propres questions. Vous pouvez bien les écrire dans le chat.
Ah oui. Est-ce que je répondrai bien quand nous avons un petit peu parlé avant cet entretien avec Outre qui posait une question à laquelle j'ai très envie de répondre à propos de Coderlo de la Clos. Est-ce que je peux poser cette question avec plaisir? Est-ce que vous voulez reposer la question ou Oui, bien avec plaisir, avec grand plaisir. Merci déjà vous reposer la question pour ce débat enrichissant. Alors, j'aurais encore deux questions à Geneviève Fraisse. La première question concerne la relation entre la philosophie postmoderne et la construction d'identité féminine dans le domaine artistique. Et la seconde question se réfère de nouveau à votre critique du paradigme du gender. Alors, je commence avec la première. Alors, quelle serait selon vous, quelle est la relation entre la philosophie deleuzienne qui veut rejeter le concept d'une identité fixe pour concevoir l'identité en tant que trace qui s'efface en tant que identité fluide et nomade, et la mise en scène nomade fluide d'identité chez les artistes comme Claude Cahon, par exemple, ou Cindy Sherman, hein, qui se met en scène comme jeu de métamorphose, qui dit toujours derrière mon masque, un autre masque, je n'en finirai jamais d'enlever tout ce visage, hein, qui est un modèle de cette identité fluide et nomade. Comment voyez-vous cette relation? Première question. Deuxième. Oui, volontiers. On va faire très vite, mais je vais répondre. Non, moi, je ne vois pas de contradiction parce que ce n'est pas une identité féminine chez Claude Cahun ou chez Cindy Sherman que je citais déjà précédemment. Elles sont dans les avatars, elles sont dans les masques, elles sont dans tout ce qui précisément n'est pas de l'identité et qu'elles sont dans le multiple. Donc, comme je l'ai dit, je ne travaille pas sur la question des identités. Donc, quand je regarde les œuvres de Cindy Sherman ou de Claude Cahun, ce que je vois, c'est comment elles vont justement déplacer les choses, précisément avec leur corps ou avec la représentation de leur corps ou avec la transformation de leur corps. Tout est possible. Donc, pour moi, ce n'est pas une question d'identité. C'est justement une question d'abord de réappropriation d'une longue histoire quand même de l'art, hein, premièrement. Et deuxièmement, je ne pense pas que Gilles Deleuze soit quelqu'un qui ait particulièrement posé la question en termes d'altérité des sexes. Hein. Et je l'ai épinglé d'ailleurs dans mon livre sur la suite de l'histoire, là, sur la construction de la femme artiste, où ce qu'il dit sur le couple Fitzgerald ne m'a pas paru relever d'une conscience de ce qui était en train de se passer du point de vue de la subversion et de l'émancipation. Donc, moi, je ne fais pas de rapport. Je pense que ce sont des chemins parallèles, mais qui en même temps ont des ponts. Mais moi, j'enlèverais le mot identité pour réfléchir à cela. Ce mot-là me paraît tout le temps un piège. C'est déjà et ça, c'est très polémique de ma part, notamment dans les débats allemands que je connais un petit peu, et aussi français, c'est-à-dire qu'on s'épuise sur cette question de savoir c'est quoi l'identité, c'est quoi la déconstruction, etc. C'est quoi? On s'épuise. J'ai envie de reprendre le terme même de Poulain de la Barre que nous citions tout à l'heure avec Tania. Et j'avais appelé ça, mon premier texte sur Poulain de la Barre, le procès des préjugés. C'est que là, on est dans la question de sortir des préjugés, pas sortir de la construction sociale. Ça m'étouffe, la construction sociale, parce que du coup, je suis obligée de me dire que je suis soumise à la construction sociale. Mais si je suis confrontée à des préjugés, ce qui m'arrive tout le temps, encore aujourd'hui, je n'y échappe pas, ce sont des choses qui ont été jugées sans réfléchir. Et moi, je trouve que c'est politiquement et historiquement plus fort de réfléchir avec ce que c'est qu'un préjugé. Et Poulain de la Barre, là-dessus, est un maître de cette question-là, bien avant nos affaires de nature culture. Et je propose qu'on réutilise le terme de préjugé. Non, laissons tomber stéréotypes, laissons tomber la construction sociale et reprenons la question de la fonction du préjugé. Vorurteil, non?
Merci beaucoup. Je reviens à la seconde question. Dans votre livre L'excès du genre, que j'ai lu Les avec excès. les excès du genre que j'ai lu avec grand intérêt, vous formulez que vous êtes en désaccord avec le paradigme du genre. Pourtant, je me demande si on pourrait pas appliquer le gender studies, parce que nous, on le fait toujours sur un texte clé de la culture française du XVIIIe siècle. Je pense aux Liaisons dangereuses de Chaudalot de Laclos, où le personnage de la marquise de Merteuil dans la lettre 81 dit « Je suis mon ouvrage ». Et cela me paraît déjà Judith Butler, non? Avant la lettre, je suis mon ouvrage, c'est-à-dire elle rejette, elle comprend que le gender n'est qu'une construction, et elle rejette la construction du gender de son époque pour se construire d'une autre manière, pour se construire soi-même, non? Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Alors, je pense beaucoup de bien de Laclos. Et je vais vous dire pourquoi. La première chose, c'est qu'il a donné c'est une romancière néerlandaise que vous connaissez peut-être, Hella Haase, un livre où elle suit l'histoire de Madame Merteuil aux Pays-Bas. Et ce que devient Madame Merteuil, je vous le conseille, c'est un bijou. Donc, quand on écrit, c'est ce que je raconte dans ce livre, la suite de l'histoire. C'est-à-dire, c'est comme Elfriede Jelinek qui veut écrire la suite de l'histoire de Nora, d'Ibsen, etc. C'est-à-dire, les femmes du 19e et du 20e ont décidé d'écrire la suite des histoires qu'on leur racontait, comme Maison de poupée ou comme Les liaisons dangereuses. Donc, elle a écrit ce magnifique livre donc, sur Madame Merteuil aux Pays-Bas. Le titre va me revenir à l'instant. Et surtout, deuxième proposition de lecture, un texte que j'ai préfacé au moment de MeToo, justement parce que je le citais tout le temps, et un éditeur est venu me proposer, c'est un texte de Laclos, de 83, un an après l'écriture des liaisons dangereuses, sur l'éducation des femmes. Et où dit, c'est à vous de vous révolter. C'est un texte d'une subversion à l'égard des femmes, et on est en 83. Donc, il répond à un concours, vous savez, de ces académies, comment améliorer l'instruction des femmes, et lui, il dit, mais attendez, c'est un mauvais sujet. Il n'est pas question, c'est pas améliorer l'instruction des femmes, c'est, bon, il serait temps voilà, c'est leur problème, et qu'elles s'y mettent. Et son introduction, mais c'est d'un révolutionnaire pur, en termes de rapport des sexes, pur. Donc, moi, Laclos, c'est Les liaisons dangereuses, et c'est un an plus tard, son texte sur l'éducation, c'est là aussi où il fait la différence entre céder et consentir. C'est-à-dire la première femme qui céda forgea les chaînes de tout son sexe, dit-il. Alors qu'après, elle a des stratégies de séduction, c'est l'histoire qui commence avec un grand H. Mais d'abord, c'est la première qui céda forgea les chaînes de tout son sexe. Donc, il est du côté de l'émancipation et de la subversion des femmes. Donc, quand les critiques du féminisme nous disent tellement de mal au moment de MeToo qu'on ferait bien d'être dans la galanterie, etc., de relire Laclos et tout, moi, je brandis ce petit texte et maintenant, il circule beaucoup, qui était connu évidemment des spécialistes, de quelques... Voilà, mais c'est un texte que je vous... si je pouvais vous l'offrir, hein. Si vous ne le connaissez pas, il y a des choses très, très intéressantes dedans. Voilà. Merci beaucoup. C'est une proposition pour conclure. Bon, il y a déjà une question dans le chat que je vais lire. Bonjour, c'est une rencontre passionnante. Malheureusement, je n'ai pas encore lu Geneviève Fraisse et souhaiterais savoir si elle pouvait revenir sur la question du genre. Le genre social renforce le genre biologique. En quoi cela renforce-t-il le genre bio? Je suis étudiante en sciences de l'éducation à Leipzig et dans mon cursus, cette distinction est importante, revendiquée et une piste de réflexion pour l'éducation auprès de jeunes enfants. J'aimerais me nourrir un peu plus sur cette question souvent épineuse. Je vous remercie. Alors, c'est vrai que je peux réutiliser les excès du genre
pour lui répondre. Je n'ai pas dit que le genre social renforce le sexe naturel. J'ai dit que la critique qui s'appuie sur l'opposition entre nature et culture, c'est-à-dire entre sexe et genre, c'est-à-dire entre biologique et social, fait qu'on remet sans cesse à l'honneur ce qu'on veut supprimer par l'opposition qu'on produit. On pourrait dire que, moi, dans la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, j'ai depuis longtemps dit, dans On ne naît pas femme, on le devient, que ce n'était pas le point de départ de notre femme et le point d'arrivée de ce qu'on était devenu qui comptait, mais que c'était le verbe devenir qui compte. C'est qu'est-ce qu'on devient. Et on peut devenir, si on veut dire qu'on est construit socialement par rapport au sexe biologique, on s'enferme dans un cadre. Mais si, par exemple, la lutte contre les stéréotypes, puisqu'il y a une question de sciences de l'éducation dans votre question, si on prend les stéréotypes, la lutte contre les stéréotypes, éduquer les enfants pour qu'ils ne renforcent pas les stéréotypes, etc., on risque de les confirmer dans le fait qu'il y a des stéréotypes. Et moi, dans ce livre, Les excès du genre, j'ai tout un passage où je dis, qui est les chapitres après les chapitres sur le genre, sur les stéréotypes, et avant les chapitres sur les féminin et sur la nudité, je dis, mais on pourrait travailler sur les modèles. Ça, je me suis fait taper sur les doigts il y a 10 ans quand je disais ça. Maintenant, c'est absolument entendu en France, c'est-à-dire proposons des modèles aux enfants. Des modèles 50% ceci, 50% cela, trans ou pas trans, masculin ou pas, enfin, on s'en fiche. Proposons des modèles plutôt que des images qu'il faudrait critiquer éternellement. Voilà. Donc, c'est ça que je critique, moi, quand je fais l'opposition sexe-genre. Et c'est ça qui fait que plus on continue à vouloir déconstruire, plus on valide ce dont on veut se débarrasser par le schéma même qu'on a en tête. Ça, c'est bien que je le redise, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis une deuxième fois. Donc, et c'est maintenant, ça a fait beaucoup de chemin en France, parce que je me suis beaucoup aussi démenée là-dessus. Et du coup, proposons des modèles aux enfants et voyons ce qu'ils pensent. Il y aura beaucoup plus de liberté ouverte que si on leur dit « Ah, vous savez, le rose, le bleu, ah, vous savez, vous devez jouer. » Et là, on va les enfermer. Mais continuons à les enfermer dans les stéréotypes en leur disant que ce n'est pas bien les stéréotypes. Mais moi, j'ignore les stéréotypes. Je travaille sur l'émancipation et je regarde ce qui se passe. Il se passe tellement de choses que je n'ai pas le temps de m'intéresser aux stéréotypes. Et dans le livre, je cite à un moment, quand je suis avec ma fille petite, et que je lui lis des livres extrêmement genrés, dans le sens du terme. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas lui dire « Oh, tu sais, c'est pas bien, tu as vu, là, la femme, là, elle n'est pas bien, et puis l'homme, il n'est pas bien, etc. » Non, parce que ce qui est intéressant, quand moi je lis un livre à ma petite fille ou à un enfant, c'est que cet enfant, il est aussi à l'école. C'est que cet enfant, il y a la lectrice de ce livre, et puis il y a ce qu'est la lectrice. C'est-à-dire, ah ben j'ai une maman, oui, qui voyage, qui écrit des livres, etc. Ou elle ne ressemble pas à la même image. Ah ben tiens, ma maîtresse non plus, elle ne ressemble pas. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant de susciter la contradiction dans l'imaginaire de l'enfant que de vouloir lui inculquer le fait qu'il faut qu'elle fasse très attention à ne pas aller vers les stéréotypes. Mais qu'est-ce que c'est ennuyeux! Alors là, vraiment, je m'adresse ce message aux sciences de l'éducation. Et là, moi, je me suis fait mal voir quand j'ai commencé à dire ça. Et puis maintenant, ça va mieux. Ça va mieux pourquoi? Parce que le mouvement MeToo est arrivé et que dans le mouvement MeToo, ce qu'il y avait aussi, c'était le courage de certaines femmes. C'est-à-dire, on repassait à la femme modèle. Et il y a beaucoup de choses à dire sur les femmes modèles. Il ne faut pas croire qu'il n'y a rien à dire. D'ailleurs, on peut être un mélange. Moi, c'est ce que je pense d'ailleurs de ma génération, c'est qu'on est encore un mélange d'anciens et de nouveaux. Et c'est ce que j'ai pensé aussi de la génération de ma mère, ce que je peux penser quand des jeunes femmes viennent me voir. Et je dis, bah oui, on est encore un mélange d'anciens et de nouveaux. C'est aussi ça, l'émancipation. Mais j'essaie d'éviter les pièges. Et je pense que les études de genre ont foncé dans des pièges. Moi, ce qui m'étonne sur la question de la nature-culture, c'est que dans le monde de l'anthropologie et des sciences humaines, ce schéma est périmé. Et il y a un magnifique livre de Descola, qui est un professeur au Collège de France, qui s'appelle « Par-delà la nature ». Voilà. Le schéma nature-culture est périmé. Pourquoi on le garderait en études de genre alors qu'il a disparu de toutes les autres pensées? Là, il y a un décalage historique.
et intellectuelle. Et donc là, je vous me sentez un petit peu très polémique, mais c'est important, c'est périmé. Donc, c'est pour ça que c'est pas que c'est pour ça que j'ai proposé le mot préjugé. Reprenons le mot du XVIIe siècle. Et voyons ce qu'on peut faire avec. Je suis sûre qu'à des littéraires, ça peut plaire. Donc, merci encore. Et Alexandra vous remercie elle aussi. Elle va se procurer les excès du genre. Et il y a une autre qui dit merci pour cet échange très intéressant. Il me semble avoir, il y a quelques années, vous avoir entendu dire que le concept d'intersectionnalité proposé par Kimberlé Crenshaw appauvrissait parfois plus la pensée, plus qu'il ne la stimulait. Pouvez-vous préciser votre position? Oui, j'ai un mot, c'est assez simple. Je l'ai dit notamment dans un article que j'ai fait sur Jacques Rancière et qui se retrouve maintenant, qui est un chapitre de mon livre La sexuation du monde, parce que c'est ça qu'on avait pratiqué quand on a fondé Révolte logique. Donc, il y avait un texte en 1974 qu'on avait fait où il y avait la pensée ouvrière, la pensée féministe et la pensée de l'exil. Donc, c'était Jacques Rancière, Geneviève Fraisse et Jean Borreil qui ont fait un texte commun, où chacun on avait rédigé la partie. C'est ce que j'ai appelé de la contiguïté. C'est-à-dire qu'on allait lancer cette revue avec la contiguïté qui était absolument celle des années 70. Et je vais continuer à revenir aux années 70, ça me permet de préciser ma pensée. Donc, ce n'est pas que ça n'existait pas, c'est qu'on en a fait quelque chose de contigu. Alors, on était ensemble dans ce même bateau, si je puis dire. Alors maintenant, il faut que je précise la distinction que j'ai faite entre, si vous voulez, l'analyse de la domination et les stratégies d'émancipation. Dans les analyses de la domination, l'intersection, ça marche. Si je reprends la question du service domestique, le fait que moi, il y a une longue interview dans la réédition de mon livre d'une Bretonne, donc c'était des Bretonnes au milieu du XXe siècle qui montaient en ville pour se placer, comme on disait. Donc, bien sûr, la question de l'exil, la question des minorités, la question qu'on a aujourd'hui évidemment des femmes. Après, il y avait les Portugaises et puis après les territoires d'outre-mer, etc. Donc, je peux faire cette lecture-là. Mais en même temps, c'est une lecture qu'on fait si on fait l'analyse de la domination. Dans l'analyse de l'émancipation, ou de la stratégie politique plutôt, moi j'ai été confrontée, dans ma génération, au fait qu'on nous disait « faites la révolution avec nous ». Et puis on verra au lendemain de la Révolution, donc ce qui a animé tout le mouvement ouvrier et le communisme soviétique du début, c'est après. Au lendemain de la Révolution, c'est sûr, on s'occupera de vous. Vous n'êtes qu'une contradiction secondaire. Marxisme oblige. Donc nous étions, nous, les féministes, une contradiction secondaire. Très bien. Et donc, l'intersectionnalité, pour ce qui était de la stratégie politique, c'était la hiérarchie. Donc moi, avec ma vieille formation des années 68-70, c'est aussi la question que j'ai envie de poser. C'est-à-dire, quand on est dans l'analyse de la domination, il n'y a pas de problème. On peut croiser faire de l'intersection, bien qu'intersection me paraisse un terme un peu trop autoritaire. Donc, c'est pour ça que je parle de contiguïté, par exemple. Mais pour ce qui est des stratégies, je demande à voir qui passe en premier. Et là, on a des mauvaises surprises. Donc, encore une fois, j'ai de la distance critique et pas de l'adhésion absolue. Voilà ce que je répondrai à cette question. D'accord, merci beaucoup. Il y a toujours la possibilité de poser vos questions. Donc, je vous invite une autre fois de le faire si vous restez questions à poser. Mais sur les commentaires. Sur l'intersection, il faut reprendre aussi le texte des années 70 d'Angela Davis, qui pose vraiment cette question aussi. Et sauf qu'elle était posée de manière moins scientifique. Aujourd'hui, comme il y aurait des études de genre, 50 ans plus tard, mais quand elle était posée dans le vif du sujet, si je puis dire, avant d'être posée dans les universités, elle était posée. Encore une fois, il ne faut pas caricaturer les années 70 en disant c'était toutes des bourgeoises, c'était tous des bourgeois. Mais non, oh là là, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, quand on veut effacer l'histoire pour dire qu'on est vraiment important, on fait ça. Il vaut mieux se servir de l'histoire, c'est comme ça qu'on va plus loin. Ça, c'est ma proposition.
D'accord. Paraît qu'il n'y a plus de questions en ce moment. Oui, je pense que la proposition de Geneviève Fraisse, c'est une superbe conclusion. Oui. Et D'accord. s'adosser à l'histoire pour aller plus Ah oui. loin. On Ouais, vous termine êtes sur d'accord? l'histoire en langage académique, c'est une très belle ouverture. Voilà. Merci. Donc, moi aussi, j'aimerais bien encore une fois vous remercier de cœur d'avoir été à notre disposition pendant ce matin. Et je suis sûre que vous avez inspiré beaucoup de monde à lire ou à relire vos ouvrages très denses et réfléchis qui témoignent d'une si grande variété de thèmes, ainsi que de votre triple engagement en tant que philosophe, historienne et femme politique. Je ne suis pas une femme politique, chère Oui, madame. oui. Et ça va me permettre, moi, à mon tour de remercier. Non, j'ai eu une parenthèse politique comme société civile. Je ne suis pas une femme politique. Je sais qu'en allemand, ils ont mis ça sur ma bio et c'est faux. Enfin, la Wikipédia ou je ne sais pas quoi. Non, non, je ne suis pas une femme politique. J'ai, par le hasard de l'histoire, fait 7 ans de vie politique. Je souhaite à tout citoyen de le faire, d'ailleurs. Donc, ça n'a rien. Je suis une citoyenne, c'est tout, comme dirait Olympe de Gouges. Mais j'en profiterai pour remercier donc l'Institut français, pour remercier aussi la relation franco-allemande. Comme je l'ai évoqué, j'ai, grâce au DAAD, passé 1 an à Berlin pour faire ma maîtrise sur le concept de réconciliation dans l'école de Francfort, à une époque où l'école de Francfort n'était pas traduite en français. Et j'ai appris l'allemand en même temps et je dois remercier aussi tous les gens qui m'ont accueilli à ce moment-là. Et c'est une des grandes expériences de ma vie que d'avoir été à Berlin en 1970-71, vous pouvez l'imaginer, au lendemain des grandes mobilisations. Voilà, la seule chose que je n'ai pas pu faire, et ça aussi je l'ai raconté, c'est que je suis arrivée en voulant aller dans les groupes féministes, évidemment. Ça commençait à peine en France, mais c'était déjà un peu plus en avance en Allemagne. Et il y avait un fameux groupe qui s'appelait Pelagea. Et je suis allée les voir et je leur ai dit, j'aimerais bien venir dans vos réunions, etc. Ils m'ont dit, ah ben non, d'abord 1 année de formation des textes féministes et ensuite. Ah, j'ai dit, mais je suis là pour 6 mois, 8 mois, c'est pas possible. Et c'est resté comme ça, comme un peu traumatisant qu'il fallait que je fasse 1 année théorique avant d'avoir le droit d'aller aux réunions féministes. Mais comme vous voyez, ça ne m'a pas découragée. Voilà, donc je remercie l'Institut français en Allemagne et l'Allemagne aussi d'accueillir cette discussion ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci Tania Schwan et Uta Felten et merci à celles et ceux qui nous ont rejoints en ligne. Je me permets de préciser que la journée Institut français au féminin se partage entre 2 rencontres. Donc, nous nous retrouverons en ligne une fois de plus à 15h aujourd'hui avec Marie-Jo Bonnet pour une rencontre aussi stimulante que complémentaire. Merci beaucoup. Merci.